ProContinuum vous présente une conférence sur les déficits en testostérone. Bon, vraiment, ça me fait plaisir de présenter des formations, parce que d'habitude, je présente toujours des médecins. Puis, je me demandais s'il va falloir que tu... Alors, je voulais d'abord m'excuser parce que j'ai une sinusite. J'ai pris le vaccin contre la grippe, j'ai fait la grippe 4 jours après. J'ai une sinusite, je suis au Biaxin. Alors, ma voix peut être un peu éteinte si je parle trop longtemps, mais je vais essayer de composer avec. Le programme a été préparé finalement par deux comités. C'est un comité de pharmaco qui l'a révisé, mais les diapositives viennent aussi d'un autre comité qui était composé surtout d'une équipe multidisciplinaire avec urologue qui a fait un montage au Québec sur un programme accrédité pour le déficit en testostérone. J'ai énormément de conflits d'intérêts. J'espère que c'est objectif. Et les objectifs d'apprentissage, c'est bien de reconnaître les signes, les symptômes, les troubles associés à un déficit en testostérone, de décrire les conséquences d'un déficit en testostérone qui sont non traités, l'observance de traitement dans le déficit, et de rassurer les patients et de favoriser l'observance et le traitement dans le déficit. Donc, il y a eu des guidelines sur il y a des guidelines américains qui sont sortis il y a plusieurs années sur le déficit en testostérone. Depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de nouveaux guidelines. Si de faire, il y en a avoir d'autres. Et tout ce qui a été écrit, c'est matière beaucoup à discussion parce qu'il manque beaucoup d'études prospectives dans le déficit en testostérone. Le problème, c'est surtout des études épidémiologiques ou des méta-analyses, des études observationnelles, qui fait qu'on manque beaucoup de données sur le sujet. Alors, voyez-vous que dans le déficit en testostérone, c'est toutes les questions qu'on peut se poser. J'ai l'impression de ne plus avoir autant d'énergie. Quels sont les risques si je décide de ne pas suivre le traitement en déficit? J'ai entendu dire que la prise de testostérone cause le cancer. On va en parler. Je sais que vous êtes aussi inquiet sur le problème cardiaque. Je vais en parler aussi. Comment l'hormonothérapie substitutive par la testostérone est-elle administrée? Alors, je vais en parler. Je me demandais quelle était vos connaissances sur ce sujet-là, mais finalement, je vais reviser un petit peu tout ce qui existe. À quoi devrais-je m'attendre après avoir commencé le traitement, donc le suivi? Si j'ai déjà effectivement un déficit en testostérone, comment traite-t-on ce problème? Et comment savoir si mon taux de testostérone est normal? Et ça, c'est une question qui est encore très débattue actuellement. Alors, de nombreux patients ne signalent pas leurs symptômes avant qu'ils ne s'aggravent. Certains tentent d'abord de se soigner eux-mêmes en utilisant les médicaments en vente libre, des suppléments nutritionnels et des produits naturels. Je peux vous dire, pour ma part, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement ça. C'est les gens qui prennent la testostérone sur le marché noir, qu'on voit au bureau. Et la raison la principale pourquoi ils nous consultent, c'est pour la gynécomastie douloureuse. Ce sont des athlètes, souvent. Et vous seriez étonné de voir que c'est encore très à la mode. Alors, si on avait à faire une définition de l'hypogonadisme, je me fie surtout sur l'Endocrine Society, qui dit que c'est un syndrome clinique qui résulte d'un échec du testicule à produire des niveaux physiologiques de testostérone dû à une perturbation de l'axe, que ce soit primaire ou secondaire, ou à plusieurs niveaux. Donc, il faut qu'il y ait des symptômes et il faut qu'il y ait un déficit. Donc, c'est les deux choses qu'il faut toujours avoir. Bon, le ISSAM, tout ce qu'ils ont ajouté, c'est l'âge, mais l'âge, ce n'est pas un critère. On peut avoir un déficit en testostérone même si on n'est pas une personne âgée. Alors, quels sont les symptômes et les signes plus spécifiques? Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de symptômes, mais les symptômes plus spécifiques, c'est le développement sexuel incomplet ou retardé. Là, on parle surtout à l'âge adolescent. La baisse du désir sexuel et de l'activité sexuelle,
la réduction des érections spontanées, surtout matinales, qui est un signe qui est quand même assez important. Sensibilité mammaire gynécomastie, perte de la pilosité corporelle, les testicules de petite taille et ayant rétréci. Ça, surtout les gens qui prennent de la testostérone à haute dose, les athlètes, c'est le problème. Ils vont développer une infertilité, ça peut être un problème. Le nombre de spermatozoïdes qui va devenir faible, la diminution de la taille, fracture à la suite de traumatisme léger, faible densité osseuse, c'est le risque de l'ostéoporose. Donc, les hommes ostéoporotiques, parfois un déficit en testostérone. Bouffée de chaleur, sueur, qui est un bon symptôme aussi de déficit en testostérone. Donc, des symptômes plus spécifiques. Maintenant, il y a d'autres signes et des symptômes qui sont beaucoup moins spécifiques. Donc, diminution de l'énergie, de la motivation, de l'initiative, confiance de soi. Il faut retrouver un peu n'importe quoi dans ce chapitre-là. Tristesse, nostalgie, voyez-vous, des symptômes qui ressemblent à la dépression, problèmes de mémoire, troubles du sommeil, fatigue, anémie légère. Ici, ça commence à être plus spécifique. Diminution de la masse de la force musculaire, c'est vraiment, on peut voir ça avec un déficit. Augmentation du poids corporel et de l'indice de masse corporelle, mais ça ne veut rien dire dans la société dans laquelle on vit. On voit ça en parallèle augmenter. Et diminution du rendement à l'effort physique ou au travail, mais ça non plus, c'est pas très spécifique. On peut voir ça pour plein de raisons. On a mis sur pied un questionnaire qu'on appelle le questionnaire d'Adam. Enfin, le questionnaire d'Adam, il vient tout simplement d'une étude épidémiologique qui a été faite avec 30 000 patients, si je me souviens bien, et qui ont dosé la testostérone et qui ont regardé les signes et symptômes cliniques. Ils ont essayé d'associer quels étaient les signes et les symptômes les plus fréquents. Et donc, vous avez 10 questions que vous pouvez poser. Et on sait que le résultat du questionnaire est positif si le sujet a répondu oui aux questions 1 ou 7. Et quand vous regardez la question 1 ou 7, c'est le problème de libido, de désir sexuel et des érections, qui sont des symptômes beaucoup plus spécifiques. Le questionnaire est positif aussi si on a 3 des autres questions. Le problème du questionnaire, c'est qu'il y a une bonne sensibilité. 88%, vous n'en manquerez pas, mais vous allez avoir toutes sortes de gens là-dedans qui n'ont pas de déficit en testostérone parce que la spécificité du test est que 60%. Donc, ça nous aide, c'est un outil, mais ce n'est pas une panoplie. Il y a des conditions associées à un risque plus élevé de déficit en testostérone. Donc, chez ces gens-là, on voit plus souvent un déficit. Chez les diabétiques, les gens qui ont un syndrome métabolique, la perte de poids associée au VIH, il y a des gens qu'on traite avec le VIH, avec la testostérone, parce qu'il y a un déficit, ils sont améliorés cliniquement. Le traitement par les opiacés, les glucocorticoïdes et les kétoconazole, évidemment, c'est associé à la diminution de la production de testostérone. L'ostéoporose ou fracture attribuable à un traumatisme léger à un jeune âge. L'insuffisance rénale au stade terminal, les gens qui sont sur l'hémodialyse, maladie pulmonaire obstructive chronique, évidemment l'infertilité, les traumatismes, les traitements dans la région de la ceinture sec, tout ça c'est associé à la déficit. L'utilisation des substances illicites, comme je le disais tout à l'heure, et les maladies hépatiques, évidemment à cause des problèmes de conversion. Donc, le dépistage et le diagnostic. Donc, le dépistage est important chez les hommes qui présentent des signes et des symptômes. Donc, je vais en parler tantôt à qui doit être dépisté, mais il faut que les gens accusent des signes et des symptômes. Il est nécessaire de rediriger les hommes qui présentent certains des principaux signes afin qu'ils subissent les tests que je vais vous parler tout à l'heure. Donc, ça résume un petit peu ma présentation finalement. Les embûches que je vais avoir tout à l'heure à vous parler du déficit. Le dosage de la population générale n'est pas recommandé, le dosage de testostérone. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de consensus sur la définition des cas. On ne sait pas encore quels sont les marqueurs, les valeurs absolues qui font qu'on est sûr d'avoir un déficit.
L'étendue à laquelle la déficience androgénique est un problème de santé, on connaît mal ces données-là. Manque de données, quel est le meilleur outil? Je vais vous parler des dosages tantôt. Vous allez voir, c'est pas si clair que ça quand on rentre dans les détails. On connaît mal les conséquences à très long terme. On connaît des fois des petites études, c'est le problème des études. Hein. Les études ne sont pas randomisées, qui durent 3 mois, 4 mois. Le problème, c'est la conséquence à long terme d'une déficience sont inconnues chez les hommes âgés et les hommes avec maladie chronique. On sait que plus on vieillit, évidemment, les hommes, plus on va voir le niveau de testostérone diminuer. Il y a à peu près 20% des gens d'âge plus âgés qui vont avoir une déficience vraiment de testostérone, pour avoir des niveaux plus bas que la normale. Mais il y a quand même 25% des hommes qui ont des testostérones normales qui vont avoir des symptômes de déficience androgénique. Donc, ça rend un petit peu difficile l'approche de ces cas-là. L'impact d'une déficience sur la mortalité n'est pas clair, quoique quelques études épidémiologiques, des études épidémiologiques, ont associé déficience avec mortalité. Mais est-ce que c'est parce que les hommes plus malades ont une déficience en testostérone? C'est peut-être un marqueur de la maladie, d'une maladie importante, et non d'un déficit en testostérone vrai. Les bénéfices et les effets secondaires à long terme d'un traitement pour les gens qui sont asymptomatiques, présumément hypogonales, ne sont pas clairs. Donc, voyez-vous qu'il y a énormément d'embûches encore à suivre, à faire le diagnostic d'un déficit en testostérone. Donc, il faut essayer le plus possible de faire une évaluation objective en mesurant les taux sériques de testostérone. Mesurer les taux sériques de testostérone en présence de signes et de symptômes. Et je ne fais pas ça à tous mes diabétiques, là. Surtout en présence d'une libido qui est diminuée, d'une dysfonction sexuelle et d'une faible énergie. Dans le fond, c'est les 3 signes et symptômes qu'on trouvait le plus souvent associés au déficit. On croit que le rythme circadien influence beaucoup le taux de testostérone. Vous savez que c'est comme le cortisol, c'est plus haut à 8 heures le matin, c'est plus bas à 16 heures. Donc les taux sont plus élevés le matin, il faut faire le dosage le matin. Et surtout à 10 heures le matin, parce qu'il y a moins de variation des taux de testostérone à 10 heures chez les jeunes. Pas chez les personnes âgées, mais chez les jeunes. Vous pouvez m'arrêter si vous voulez, hein? Bon. Alors, quelle mesure de la testostérone doit-on utiliser? Alors ça, c'est pas facile, ce sujet-là, mais j'ai essayé de simplifier ça au maximum. Alors, quelle est la testostérone qu'on va doser? Donc, l'Endocrine Society recommande la mesure de la testostérone totale, ce qu'on fait au CHU, mais ce n'est pas la mesure de la testostérone, c'est le dosage de la testostérone totale. La mesure de la testostérone libre et biodisponible doit être envisagée chez les patients dont les résultats de testostérone totale sont à la limite inférieure de la normale. On ne fait pas la mesure de la testostérone libre et biodisponible au CHU. On fait le calcul. Donc ça, c'est une chose à savoir. On dose la testostérone totale. C'est le test qu'on fait. Maintenant, les lignes directrices canadiennes de la pratique clinique recommandent la mesure de la testostérone biodisponible. Encore là, la mesure de la testostérone biodisponible, ça coûte cher. C'est fait dans un seul centre au Québec. Donc, on ne fait pas la mesure au CHU, on fait aussi le calcul. Donc, on fait la mesure de la testostérone totale, on vous calcule la testostérone libre et on vous calcule la biodisponible. La biodisponible, c'est celle qui est libre, plus celle qui est liée à l'albumine, ça fait à peu près 40%, puis le reste est lié à la sex hormone binding globulin. Donc, les alternatives, parce qu'on, comme je vous dis, on ne fait pas la mesure de la biodisponible, c'est le calcul, comme on fait au CHU de la libre, le calcul de la biodisponible, la testostérone totale, c'est en plein les 3 choses qu'on va vous donner si vous demandez un bilan complet de la testostérone. Je ne suis pas allé trop vite, ça va, dans le calcul. Alors, c'est quoi la valeur? Ben, c'est quoi la valeur? C'est la limite inférieure de la normale. Donc, encore une fois,
les kits qu'on reçoit dans les hôpitaux, c'est des kits qui ont été développés en Californie. On n'a pas utilisé ces kits-là pour faire des dosages dans cette population. Donc déjà là, il y a un biais. C'est qu'on n'a pas fait nos propres valeurs normales pour notre population. Mais on prend finalement la valeur inférieure du kit, ce qui serait 10,4 nanomoles par litre. Donc la valeur seuil moyenne pour la testostérone. Les patients dont le taux sont inférieurs sont plus susceptibles de présenter des symptômes. Donc si j'ai des symptômes, des signes, une testostérone inférieure à 10,4 que j'ai répété, parce qu'on sait que si on répète le dosage, il y a 30% qui vont revenir normal au deuxième dosage. Chez les jeunes, il y a même 20% des jeunes que si on fait le même dosage dans la journée, ils vont revenir normal. Pour vous dire que c'est plus complexe qu'on pense de doser la testostérone. Donc, j'ai mis les valeurs. Une question assez simple. Est-ce que le 10,4 est une valeur, peu importe les Asiatiques, les Blancs, les Noirs, les Japonais? Probablement pas, mais ça n'a pas été fait. C'est vrai dans plein d'autres domaines en endocrinologie. Quand vous disiez tantôt que c'était en Californie, c'est des kits pour l'Amérique du Nord. Hein? Okay. Donc, c'est comme l'hémoglobine glycosylée n'est pas la même chez les Noirs. Donc, tous ces tests-là n'ont pas été validés pour des populations spécifiques. C'est pas vrai. Donc, la mesure du déficit en testostérone, l'Endocrine Society, c'est le 10,4 millimoles par litre. S'assurer du moment du dosage, évidemment. Si je vois quelqu'un, je vais regarder, ben c'est quand ça a été dosé. Le pic de testostérone, je l'ai dit tout à l'heure, c'est mieux à 10 heures, surtout chez les jeunes. 30% des hommes ont un résultat normal à la deuxième dosage, donc il faut toujours répéter le test pour s'assurer. On voit souvent des déficits, surtout des gens qui ont des accidents d'auto, comateux. Ils vont avoir un arrêt de l'axe hypothalamo-hypophysaire. J'ai vu des gens qui avaient des testérones basses qui sont revenus normales à la longue. Donc c'est toujours important de faire l'histoire et de voir s'il n'y aura pas une récupération de leur axe. Et 15% des hommes en santé ont une testostérone normale sur les 24 heures quand on la répète. Donc ça varie selon le moment de la journée, ça varie aussi selon la maladie, le stress émotionnel, évidemment le laboratoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne passerai pas tout ça en revue, mais quand vous avez une testostérone qui est basse, c'est important de savoir si ça vient-tu du testicule ou ça vient-tu de l'hypophyse. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez exclure les maladies réversibles. Vous allez regarder s'il ne prend pas de médicaments ou de substances illicites. Les carences nutritionnelles, vous savez, les gens qui perdent du poids rapidement, ils peuvent avoir, comme les marathoniens ou les marathoniennes. Vous savez, il y a un arrêt même des menstruations. Alors, il peut y avoir un arrêt de la production de testostérone. Pour faire l'analyse, comme je l'ai dit tantôt, et vous allez doser la LH-FSH. C'est très important de doser la LH-FSH. Il y en a qui l'oublient. C'est important de savoir où on s'en va. Et si le taux de LH-FSH est élevé, là, vous allez suspecter un problème testiculaire. Vous allez vous assurer qu'il n'y a pas d'infertilité ou cariotype pour s'assurer que ce n'est pas un syndrome de Klinefelter, donc examiner les testicules. Et si le taux de LH-FSH est plutôt normal ou bas, bien, vous allez doser les autres hormones de l'hypophyse, prolactine, le fer. Pourquoi le fer? À cause de l'hémochromatose qui peut infiltrer l'hypophyse et les testicules, peut donner une déficience en testostérone. Et les autres hormones de l'hypophyse, et faire une résonance magnétique nucléaire. Encore une fois, la résonance magnétique nucléaire, si je la faisais à tous les gens qui ont une testostérone basse, LH, FSH basse, il y aurait un délai d'attente au CHU. On la fait surtout, il semble avoir un consensus, c'est les gens qui ont une testostérone vraiment très basse, comme une testostérone en bas de 5, avec une LH-FSH plutôt supprimée. Je vais demander une résonance magnétique pour ne pas me faire passer un adénome hypophysaire, puis là, ça serait beaucoup plus complexe à traiter que le simple remplacement. Question numéro 1. Parmi les médicaments ou les substances ci-dessous,
lequel peut entraîner un déficit en testostérone. J'espère que la caféine n'en font pas. Achèterait l'émission. Alors, je pense que vous êtes d'accord. C'est lequel? Les glucocorticoïdes. Alors, évidemment, les glucocorticoïdes figurent parmi les médicaments associés à un faible taux de testostérone. Lorsqu'un patient présente des signes, il convient de vérifier s'il prend les glucocorticoïdes et d'autres médicaments aussi qui peuvent bloquer la production de testostérone. Donc, c'est la prochaine, c'est vérifier les médicaments. Il convient de vérifier si le patient utilise des substances et des médicaments associés à une baisse du taux de testostérone, comme le kétoconazole, qui bloque la surrénale, le spirulactone, qui est un très bon médicament pour traiter l'hirsutisme, que j'utilise depuis longtemps. L'aldactone 100 mg, au bout de 6 mois, enfin, les femmes ne veulent pas l'arrêter. Donc, je me dis, s'ils ne veulent pas l'arrêter, c'est parce que c'est efficace. La meilleure façon de savoir s'il faut l'arrêter. Les estrogènes, les opiacés, la méthadone, les glucocorticoïdes, l'alcool de façon excessive, ça peut avoir des effets sur le foie. Donc, tout ça, ça peut diminuer la production de testostérone. Et évidemment, il y a un diagnostic différentiel à faire, parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, la spécificité est basse, donc il ne faut quand même pas se faire passer des dépressions, des gens déprimés, l'épuisement professionnel, l'hypothyrésie qui peut ressembler les symptômes, dysfonction sexuelle sans déficience en testostérone. Donc là, peut-être que ça serait mieux de leur donner du Viagra ou des inhibiteurs des DPP5, mais on peut voir aussi que ce médicament-là peut aider le remplacement de testostérone. Il y a un effet synergistique entre les deux traitements. Souvent, quand un ne fonctionne pas, si la testostérone seule ne fonctionne pas, des fois on peut associer des médicaments qui inhibent le PDP5. L'ostéoporose, maladie cardiovasculaire, enfin syndrome métabolique, diabète, anémie, tout ça c'est dans le diagnostic différentiel du déficit. Quelles sont les conséquences de ne pas traiter? Bon, j'ai modifié un peu une diapositive là, qui à mon avis, je pense pas que j'ai pas l'impression que ne pas traiter, c'est absolument là, une situation abominable. Pour bien des raisons. Il faut savoir qui traiter, mais si on se met à traiter tous les gens comme des déficience en testostérone légère, on va se retrouver avec un problème peut-être sur le dos. Donc, quelles sont les conséquences d'un déficit en testostérone? Ce qu'on sait en tout cas, ce qu'on pense savoir, c'est qu'il y a des désordres, des effets indésirables d'ordre sexuel. Ça, c'est assez bien connu. Des effets psychologiques, parce qu'il y a des études qui ont été faites. L'ostéoporose, évidemment. Réduction de la masse musculaire, diminution de la qualité de vie, augmentation du taux de mortalité. Donc, il y a des études épidémiologiques qui démontrent qu'il y a une augmentation du taux de mortalité, mais c'est-tu à cause du déficit ou parce que les gens qui sont pour mourir sont tellement malades qu'il y a une diminution de la production de testostérone. Donc, c'est peut-être un marqueur de la gravité de notre maladie. Parce que c'est des études épidémiologiques. Et l'augmentation du risque cardiovasculaire, tout ça, il y a des données. Mais des données qui sont faibles. Ça me gêne toujours de présenter des données qui sont faibles. Je vais vous présenter deux études qui ont fait la manchette tantôt, l'étude qui accuse la testostérone d'être dangereux pour les maladies cardiovasculaires, mais ça aussi, c'est des données faibles. Donc, vous aurez le corollaire, mais il y a des observations. Comme, je vous ai donné les études, mais voyez-vous que pour la dysfonction sexuelle, il y a eu des études, 2004, 2008, présente une dysfonction érectile est une faible libido, est associée à des taux plus faibles de testostérone. Éjaculation retardée aussi, c'est associé à une déficience en testostérone. Effet psychologique, chez les patients souffrant de dépression bien définie, les taux de testostérone biodisponible étaient 17% plus faibles que chez les autres sujets. Ce qui serait le fun, c'est d'avoir des études prospectives qui démontrent que si on les traite, ils sont améliorés par rapport au placebo, qu'on n'a pas beaucoup actuellement. Donc, l'ostéoporose, encore là, on a des études épidémiologiques.
71% des hommes présentant une fracture de la hanche par rapport à 32% chez les témoins avaient un taux de testostérone plus faible. Un faible taux de testostérone a été associé à un risque accru de fracture de hanche. Masse musculaire aussi, voyez-vous. Déficit en testostérone plus faible que les sujets ayant des taux plus élevés de testostérone pour la masse musculaire. Donc, encore là, des études qu'on va retrouver dans la littérature, mais épidémiologiques surtout. Des études sur la qualité de vie. Donc, voyez-vous, tous les secteurs de la qualité de vie ont été. Et des études de mortalité. Vous avez cette étude-là qui a été publiée en 2006 qui démontre que, voyez-vous, que si on a des hommes ayant un taux de testostérone normal, équivoque puis bas, ben on a vraiment une diminution de la survie. Encore là, une étude épidémiologique. C'est intéressant de savoir, mais la signification absolue de ça est mal connue. On a même montré que c'était dangereux du point de vue cardiovasculaire d'avoir un déficit en testostérone. Voyez-vous, 2006, les patients ayant reçu un diagnostic de cancer de prostate, c'est des gens qui ont eu de la testostérone pendant un cancer de la prostate. Fait que là, il faut quand même prendre ça avec un grain de sel, mais il y a eu une augmentation de 16% des événements coronariens chez ces gens-là. Encore une fois ici, risque 2 fois plus élevé d'événements cardiovasculaires fatals sur une période de 10 ans chez des hommes qui avaient reçu des traitements anti-androgènes, donc c'est des gens qui avaient un cancer de la prostate. Encore là, en 2011, chez les hommes âgés, le faible taux de testostérone prédisent un risque accru de maladies cardiovasculaires ou de mortalité. Études épidémiologiques. Donc, voyez-vous qu'on n'a pas des études très fortes pour démontrer là, que pas prendre de testostérone si on a des déficits, là, ça a des conséquences impitoyables sur notre vie. C'est que des études épidémiologiques surtout. Donc, on sait que c'est surtout la fonction sexuelle qui va être améliorée, altération de la fonction sexuelle, risque accru de syndrome métabolique, humeur dépressive, diminution de la densité minérale osseuse, masse musculaire, qualité de vie, augmentation de la risque de mortalité, augmentation du risque cardiovasculaire, ça c'est les données actuelles. Qui vont changer avec le temps parce que vous savez que le NIH a entrepris plusieurs études randomisées sur le traitement de la testostérone à long terme chez différents groupes, donc un groupe de cancer de la prostate qui était en rémission totale pour voir si c'était dangereux de donner de la testostérone chez ces gens-là. Le traitement par la testostérone exerce-t-il des effets sur les maladies concomitantes? Est-ce qu'on peut aider d'autres maladies quand on traite le déficit en testostérone? Est-ce que dans d'autres maladies, on pourrait les aider? Ce n'est pas tellement le but de ma conférence, mais j'ai trouvé des données. A des effets sur les comorbidités. Donc, il peut y avoir des effets sur les troubles concomitants suivants. La dysfonction sexuelle, il y a quand même des études qui ont démontré que les traités, ça les améliorait. Maladies cardiovasculaires, il y a des données aussi qui démontrent qu'on les aide. J'en ai parlé tantôt, infection VIH, l'utilisation prolongée des narcotiques, les gens qui ont des douleurs chroniques avec des déficiences de testostérone se sont vus améliorer sur des questionnaires de qualité de vie en recevant la testostérone. Donc ici, du point de vue de la fonction sexuelle, donc on l'a évalué l'utilisation de la testostérone par rapport à la fonction érectile, le désir sexuel, la fonction éjaculatoire, la satisfaction sexuelle globale. Puis ça a amené des améliorations modérées de tous les aspects de la fonction sexuelle. C'est surtout cette étude qui a été publiée en 2005 par Isidori qui démontre, pour toutes ces fonctions-là, il y a eu d'amélioration. Érection matinale, fonction érectile, relations sexuelles, désir sexuel, satisfaction sexuelle, pensée, érection. Donc, tout ça a été amélioré dans cette étude-là. Et c'est tous des gens qui avaient une testostérone inférieure à 10. Donc, le traitement par la testostérone procure les bienfaits aux patients présentant une dysfonction sexuelle. On suggère aux cliniciens d'offrir un traitement par la testostérone à leurs patients dans les cas suivants. Un déficit prouvé en testostérone et une baisse du désir sexuel.
Donc, c'est sûr, s'il arrive un diabétique à mon bureau, puis il dit « j'ai plus de libido, et je dose sa testostérone à 2 reprises, elle est basse », c'est ce patient-là que je vais envisager un traitement à la testostérone. Donc, déficit en testostérone, dysfonction érectile, après avoir évalué la cause de la dysfonction érectile et pris en considération les traitements qui avaient déjà été entrepris chez le patient. Il y a même eu des améliorations cardiovasculaires. Donc, le traitement par la testostérone n'est pas associé à un risque cardiovasculaire accru. Dans le fond, comme dirait le cardiologue de Québec, son nom m'échappe, oui, on n'a pas de preuve que ça nuit ou que ça aide le système cardiovasculaire. Donc, il n'y a pas assez de données pour dire qu'on peut nuire ou qu'on peut nettement améliorer. Donc, c'est pas associé à un risque cardiovasculaire accru et des effets bénéfiques ont même été rapportés chez des patients atteints d'angine de poitrine et d'insuffisance cardiaque. Je me méfie encore de ces études-là pour les avoir relues, mais voyez-vous que ici on a évalué tous les événements cardiovasculaires qui n'ont pas été modifiés par la testostérone. Voyez-vous, l'hématocrite a monté, mais si on regarde les gens qui avaient soit une fibrillation auriculaire, qui avaient fait un infarctus du myocarde, qui avaient des douleurs thoraciques ou de l'ischémie, qui avaient eu une intervention coronarienne, un événement vasculaire, par rapport au placebo, il n'y avait pas de différence avec les gens qui avaient reçu la testostérone. Vous êtes à l'aise de donner des suppléments de testostérone aux patients et des antécédents? Je vais en parler tantôt dans le traitement, mais pas en période aiguë. Enfin, c'est 6 mois. Mais c'est encore là, je ne peux pas dire, j'ai traité beaucoup de gens, là. Ça devient secondaire, hein. La personne qui a fait un infarctus, c'est rare que dans 6 mois, il vient voir parce qu'il y a un problème d'érection. Son cheminement dans la vie est rendu probablement ailleurs. Mais du point de vue de sécurité, je dirais 6 mois. Il y a un patient qui est sous testostérone et qui s'infarcit. Je pense qu'il va l'arrêter. En général, il va l'arrêter, il va peut-être l'arrêter après, mais il n'y a pas de données qui démontrent que le fait de continuer la testostérone va être dangereux. Je ne peux pas dire qu'en clinique, on a peur de l'initier chez des patients avec des antécédents. Bon, mais en fait, ça, c'est sûr que juste des antécédents, là, la plupart des médiabétiques que je vois à 70 ans ont eu des pontages il y a 10 ans, qui ont eu des procédures de revascularisation, puis ça ne m'inquiète pas du tout de les traiter. Bon, on trouve un peu des choses anecdotiques, là. On a même vu des améliorations du tapis d'effort chez des gens qui avaient eu de la testostérone. Et même des gens qui avaient eu de l'insuffisance cardiaque qui ont vu qu'ils étaient améliorés sous le traitement de la testostérone. Voyez-vous ici, là, le traitement par la testostérone chez des patients présentant une hypogalétisme et une angine de poitrine a entraîné une amélioration significative du délai avant d'atteindre le seuil ischémique comparativement au placebo. C'est une étude croisée, c'est quand même une très bonne étude, placebo contrôlé, randomisé, croisé, puis il y avait un délai dans le sous-décalage du segmenté. Mais encore là, ce n'est pas des études avec 3000 patients. C'est souvent des études avec 15-20 patients. Donc, il va falloir attendre d'avoir des études plus longues pour avoir ça. VIH, 20-25% des hommes infectés par le VIH soumis à un traitement antirétroviral hautement actif ont un faible taux de testostérone. Ces gens-là se sont vus améliorer, autant sur la libido, l'énergie, l'humeur dépressive et leur masse musculaire. Donc, je sais qu'aux États-Unis, il y a des gens qui vont leur donner de la testostérone s'il y a un déficit démontré. Les gens qui prennent des opiacés, il a été démontré que le traitement par la testostérone améliore la qualité de vie. Ça réduit les dysfonctions sexuelles, les troubles de l'humeur, la dépression, les anomalies de l'hématocrite. Donc, il y a des études, je n'ai pas tout mis mes diapositives, là, mais le traitement par la testostérone améliore les paramètres de la douleur. Il y a plusieurs vraiment paramètres de la douleur. Donc, voyez-vous, on peut utiliser, dans certaines conditions, la testostérone. Donc,
Ça améliore la fonction sexuelle, ça a été démontré. Ça améliore l'efficacité des inhibiteurs du PDE5. Et ça n'a pas d'effet vraiment néfaste sur les événements cardiovasculaires. Ça améliore la libido, l'énergie, l'humeur, la masse musculaire et la qualité de vie chez des patients qui ont des traitements prolongés, des opiacés, des maladies chroniques. Maintenant, comment choisir un traitement à la testostérone? Alors ça, c'est un sujet qui vous intéresse pas mal. Donc, première des choses, là, avant de commencer le traitement, on doit demander l'avis de l'urologue avant de débuter un traitement dans les situations suivantes. Un nodule prostatique palpable ou une induration, ça signifie en fait qu'un patient vient voir, il faut lui faire un toucher rectal avant de commencer un traitement de testostérone. Donc, une induration, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le traiter après coup, mais il faut l'investiguer avant. Nodule prostatique, induration. PSA supérieur à 4, qui est la normale dans notre centre hospitalier, ou à 3 chez les hommes à haut risque, on entend par là des Américains d'origine africaine et des parents de premier degré atteints de cancer de la prostate. Donc, c'est des gens qu'on doit avoir l'avis de l'urologue avant de se lancer dans un traitement. Il y a des contre-indications absolues. C'est des questions qui reviennent dans vos questions que je réponds en même temps. Les contre-indications absolues, c'est vraiment le cancer du sein de la prostate, évidemment. L'hématocrit supérieur à 54, dernièrement, j'ai eu un cas. Le laboratoire m'a appelé, l'hématocrit est rentré à 55. J'ai dû arrêter momentanément le traitement avec la testostérone. Il vous appelle, quand vous dépassez les limites, là, vous recevez un téléphone du laboratoire. Les contre-indications relatives, et c'est vraiment des contre-indications relatives, des symptômes sévères au niveau des voies urinaires inférieures. Vous savez, il y a un questionnaire, l'IPSS, que je n'ai pas emmené avec moi, mais le score, c'est 19. Si on a plus que 19, ça devient une contre-indication relative. Pour les gens qui ont juste une hypertrophie bénigne de la prostate, sans trop de symptômes, ils sont améliorés par le traitement de la testostérone. Ils ne sont pas empirés. Il y a des études qui ont démontré ça. Le nodule prostatique, bien évidemment, c'est une contre-indication tant qu'on ne sait pas là, que c'est un cancer ou pas. Les taux de PSA initial à 4 ou à 2,5 chez des gens à risque, il faut être prudent. Voyez-vous, l'insuffisance cardiaque congestive non maîtrisée, évidemment. D'ailleurs, sont exclus de toutes les études, c'est un must. Et c'est vrai aussi pour l'infarctus du myocarde, événement coronarien aigu, angine de poitrine instable et revascularisation coronarienne au cours des 6 derniers mois. Et c'est le même critère pour les études cliniques. Ces gens-là ne sont pas admis dans des nouvelles situations et on est prudent. C'est une question de prudence. C'est pas à cause qu'il va arriver quelque chose, c'est que s'il arrive quelque chose, on va être mal pris. Et l'apnée obstructive du sommeil sévère non traitée, c'est définitivement une contre-indication relative. Et l'apnée du sommeil, c'est à la mode. Ce qu'on n'entendait pas avant parler, là, aujourd'hui, la plupart de nos patients diabétiques obèses font de l'apnée du sommeil. Aux patients âgés, qui ont 75 ans, 70 ans, qui ont presque tout un cancer de la prostate, vous les investiguez avant de les emporter ou vous n'en partez pas dans la vie en sachant très bien qu'ils en ont probablement. Je m'en viens. J'en parle. Je n'oublierai pas ça. Je vais vous en parler. Quelle approche adopteriez-vous avec un patient présentant des taux de testostérone à la limite inférieure? Je vais en parler dans la surveillance. Je vais revenir là-dessus. Alors, c'est quoi qu'on doit donner maintenant? Bon, resterait un traitement de testostérone si le patient est symptomatique toujours, puis qu'on a évalué qu'il y avait vraiment un déficit en testostérone. C'est quoi l'objectif du traitement? Il faut qu'il y ait un objectif précis. Donc, rétablir les caractéristiques sexuelles secondaires, les gens qui ont eu vraiment des signes cliniques. Améliorer la fonction sexuelle, la masse musculaire, la force et la densité osseuse. Il y a des gens que j'ai commencé le traitement, puis qui viennent me voir, puis au bout d'un an, ils me disent, vous savez, comment le testostérone, ça ne me dit plus rien, moi. Ça n'a pas fait grand-chose chez moi. On l'arrête. On n'est pas obligé. C'est pas pour la vie. Améliorer la sensation de bien-être, de la qualité de vie en général, puis réduire le risque de morbidité et de mortalité. Les gens
perdent beaucoup d'énergie. Souvent, c'est un symptôme. Ils manquent d'énergie. Souvent, ils sont améliorés beaucoup en testostérone. Ils ont beaucoup plus d'énergie. Des fois, ils sont plus améliorés sur l'énergie que la fonction sexuelle. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas l'arrêter des fois. Alors, quelle forme qu'on va donner? Ben, ça va dépendre de la préférence des patients. Moi, je leur explique ce qui est sur le marché. Donc, le mode d'administration, des fois, le mode influence beaucoup le patient. La fréquence de l'administration, c'est-tu à tous les jours? Donc, comme le teint, solution topique, gel, présentation orale. 2 fois par mois, comme les injections. Et je vais vous en parler parce que ce n'est pas dans le module, mais je donne souvent la testostérone sous-cutanée. Au début, j'avais des appels des pharmaciens. C'est un protocole de McGill. On peut donner la testostérone sous-cutanée à toutes les semaines. Si j'ai même un patient, je donne 2 fois par semaine. Parce que les taux sont beaucoup plus constants que les données aux 3 semaines ou 2 mois. Parce que là, on a un taux supraphysiologique dans les premiers jours et là, il y a un risque d'effet secondaire plus prononcé. Mais sous-cutané, ça se donne bien. L'avantage, c'est que le patient peut se le donner comme une injection d'insuline. C'est huileux, donc il faut faire attention. Il faut réchauffer comme il faut le dial avec les mains. Ça prend du temps pour le mettre dans la seringue, mais ça se donne très bien. En général, on n'a aucun problème de donner ça. Ça dépend aussi de la couverture. Qui paie quoi? Alors, plusieurs modes de traitement sont offerts pour l'hormonothérapie substitutive par la testostérone, lequel des modes de traitement souvent n'est pas disponible. Désodorisant ou déodorant. Effectivement, ce n'est pas disponible. Toutes les autres formes sont disponibles. Donc, désodorisant. Bon, donc capsule orale, injection, teint cutané, gel transdermique, solution transdermique. Cette dernière est appliquée sous les aisselles. Elle ne renferme pas de désodorisant. Puis elle est appliquée après l'utilisation normale. Donc on met le désodorant et après ça on met la testostérone, le Laxiron dans ce cas-ci. Et on ne peut pas prendre sa douche pour les 2-3 prochaines heures. Donc c'est mieux de faire après la douche. Donc voici les formes orales et topiques. Donc l'ondécanoate, c'est l'andriol ou le PMS, testostérone. Vous avez les injections intramusculaires, il y en a 2 sortes surtout, là, le cyclionate qui est le dépôt, et l'énantate qui est le dolatestril. Mon problème actuellement, c'est que vous m'appelez, vous m'envoyez des fax parce que ils sont back-order, surtout l'énantate de testostérone. Je ne prescris jamais le volume, je prescris toujours en milligrammes parce que le danger, c'est de se tromper dans le volume parce qu'il y en a un qui est 2 fois plus concentré. Quand on prend du dépôt, il faut en prendre 2 fois plus. Donc, c'est plus long à donner. Des fois, j'ai l'impression que le dépôt est moins efficace que l'énantate. Mais c'est peut-être une impression que j'ai parce que je vois les cas, puis j'entends les commentaires, puis je vois les taux de testostérone. Donc, la forme topique, il y a le teint, l'androdème. Je n'ai pas beaucoup de succès. J'ai personne qui prend le terme pour être franc. Ce n'est pas une forme qui est bien appréciée des patients. Il y a le gel de testostérone qui est le testin et l'androgel, et la solution topique qui est nouvelle de Laxiron, qui est maintenant au formulaire, qui est payé maintenant. Testin, androgel, je préfère l'androgel parce que le testin, ça sent l'iable. Et il n'y a qu'une force aussi, là, uniquement de 5 grammes. Alors souvent, les gens au testin, ils ne veulent pas continuer à le prendre. Alors il faut marquer pas de substitution. Il ne faut pas que ça nous revienne, évidemment. On oublie souvent de marquer pas de substitution. Alors, bien que le déficit en testostérone puisse avoir des conséquences, j'ai enlevé le mot « c'est vrai », parce que je ne croyais pas vraiment. S'il n'est pas traité, moins de 10% reçoivent. Il y a moins que 10% dans le fond des gens qui pourraient en avoir qui en reçoivent. Donc, c'est sûr que c'est sous-diagnostiqué. Quels sont les obstacles au traitement? Ben, c'est la crainte face au traitement, les stigmates sociaux aussi, là, de prendre la testostérone quand il y a mauvaise publicité à la télévision. Les effets indésirables possibles, que je vais parler tout à l'heure.
la méconnaissance du déficit et son incidence, la méconnaissance des véritables bienfaits ou des effets indésirables, puis la méconnaissance des conséquences du déficit, s'il n'est pas traité. Donc, souvent, c'est une question de connaissance. On n'utilise pas telle chose. Bon, la bonne technique d'administration est importante pour assurer l'efficacité et l'innocuité, évidemment, de la formulation. Si on les reprend un par un, l'andriol ou le PMS, testostérone, la posologie, c'est 120 à 160 mg par jour en 2 doses. Ça a une demi-vie qui est courte. Le problème, c'est que j'en ai pas beaucoup sur l'andriol. C'est pas très efficace aux doses de départ. Il faut aller plutôt à 120-160 mg pour voir l'efficacité. C'est commode, évidemment, c'est par la bouche. Il faut prendre ça avec un repas riche en matière grasse. Si vous prenez ça à jeun, les dosages ne sont pas très efficaces. Et il y a un problème d'absorption, il y a un problème de biodisponibilité. C'est très erratique d'un dosage à l'autre. Pas de considération particulière, évidemment, mais l'efficacité est limitée à raison d'un manque de fiabilité et disponibilité par voie orale, des variations des taux sériques et la courte demi-vie du médicament. Et ça prend plusieurs doses. Donc, c'est pas une forme, je me souviens, je pense que j'ai 2 patients qui prennent l'andriol. Voyez-vous, là, les courbes de réponse, si vous le prenez avec la nourriture, c'est bien absorbé. Si vous le prenez à jeun, c'est très mal absorbé l'andriol. Les formes intramusculaires, bon, ben, en général, là, que ce soit pour le cipionate ou l'énanthate, c'est 200 mg aux 2 semaines. Évidemment, plus vous espacez, plus vous risquez de faire, vous allez avoir un pic, donc plus d'effets secondaires possibles, parce que la dose va être supraphysiologique, donc plus d'érythrocytose, plus de changements de l'humeur, plus de gynécomastie, puis plus l'espace, l'intervalle augmente, bien plus vous retombez à des dosages hypogonades à la fin du traitement. Donc, c'est moins intéressant pour le patient. Donc, j'essaie plutôt de les mettre à 2 semaines au lieu de les mettre à 3 semaines. L'avantage, c'est que ça ne coûte pas cher, la testostérone intramusculaire. C'est efficace. Ça a une longue durée d'action. C'est ça. On peut changer à volonté la posologie. L'inconvénient, ben, je l'ai dit tantôt, la diminution graduelle de l'effet entre les injections. C'est une injection intramusculaire, mais comme je vous dis, moi je la donne plutôt sous-cutanée. Puis elle a le risque d'augmenter le globule rouge, surtout dans les premiers jours de l'injection. Qu'est-ce que je peux dire à part ça sur ça? Donc, les douleurs au site d'injection, évidemment, c'est moins dangereux avec la sous-cutanée. Variation d'humeur, je l'ai déjà dit. Niveau d'énergie ou le désir sexuel. Il y a déjà quelqu'un qui a mis le feu. Je me souviens, mon patron à l'origine me donnait de testostérone comme ça, il avait été mettre le feu. Donc, il faut dire probablement que l'humeur change. L'épisode de toux immédiatement après, vous savez, ça peut donner un petit peu les injections intramusculaires. Il y a probablement des petites embolies. Donc, épisode de toux. Et les taux supraphysiologiques à craindre juste après l'injection. Bon, l'efficacité, ben, on l'a dit tantôt, après les premiers 24 et 48 heures sont surtout supraphysiologiques, la diminution graduelle de l'effet, surtout dans la dernière semaine. Nous, on fait les doses. Quand on donne l'intramusculaire, on dose la testostérone dans le milieu. C'est-à-dire 6 jours, 2 semaines après la première semaine. C'est là qu'on fait notre dosage. Petite question pour ça, pour les injections. Quand on fait le changement du délatestril pour le dépôt testostérone, vu qu'il était en rupture de stock, les patients qui prenaient le délatestril aux semaines, est-ce qu'en le changeant pour le dépôt de testostérone, on était mieux de le mettre aux 2 semaines ou on continue à... Non, je continue le même intervalle. Parce que c'est la même concentration. Okay. Donc, je ne change pas l'intervalle. Okay. Donc, le thème, bon, il y a 2 sortes de thèmes, 2.5 qu'on met à chaque jour. C'est facile. Ce qui est l'inconvénient, c'est que c'est un gros thème. Ça se voit. Réaction cutanée fréquente. C'est ça que le principal problème du thème, c'est les réactions cutanées. Et
Souvent, l'absorption est un peu erratique aussi. Des fois, il faut en mettre beaucoup plus qu'on pense. Des fois, il faut mettre 2 teintes pour atteindre les valeurs normales au niveau de l'absorption. Ça, c'est des problèmes cutanés aussi, ça peut changer l'absorption. Donc, les réactions cutanées, c'est la considération. L'efficacité, le taux de testostérone sérique se situe au milieu de la plage de valeur normale 4 à 12 heures après avoir pris le teint. C'est pour ça qu'on fait les dosages à peu près 4 heures à 8 heures après avoir mis le teint. Parfois, comme je vous l'ai dit tantôt, 2 teintes de 5 mg sont nécessaires pour atteindre les valeurs cibles. Bon, les gels. Donc, le gel, vous avez plusieurs concentrations. Le gel, c'est du 1%, tandis que l'axiron, c'est à 2%, mais le gel, c'est 1%. Vous avez la testostérone à 50 mg par jour. C'est 5%, voyez-vous, l'irritation cutanée par rapport à 65% de teint. Donc, c'est l'érithème, finalement. Le teint, voyez-vous, 65%. Donc, c'est ça le problème. Donc, vous avez 2 concentrations pour Donc, qu'est-ce que ça prend? L'androgène 5 grammes, en général, ça va être... puis vous avez en pompe, là. Donc, normalement, on donne 1 à 2 sachets par jour. Normalement, dans le fond, l'androgène, c'est 5 grammes. Il y a quelques patients qui vont avoir besoin de 7,5 grammes, parfois 10 grammes. Mais c'est plutôt rare. Donc, ça équivaut là, à 4 coups de pompe là, pour 5 grammes. Hein? 12,5 multiplié par 4 va vous donner votre 50 mg. Pour le testin, ben, c'est du 5 grammes, donc 1 à 2 tubes par jour. On met souvent le gel, on le met sur l'épaule, l'abdomen. Normalement, il faut couvrir la surface après pour ne pas contaminer son partenaire ou ses enfants. Alors, l'innocuité, ben, le risque de transfert du gel, comme je le disais à une autre personne, l'irritation cutanée, mais qui est moins un problème avec le gel. L'efficacité, ben, c'est l'augmentation des taux sériques total et libre jusqu'au niveau de la plage de valeur normale en l'espace de 24 heures. Mais souvent, on attend une semaine si on veut faire des dosages pour atteindre un plateau, là, ce qu'on appelle. Environ 25% des hommes auront besoin d'une dose de gel supérieure à 5 grammes. Mais la plupart, ça va être à peu près 5 grammes. Enfin, l'axiron, qui est nouveau, là, qui est la testostérone à 2%, on va donner, en général, on commence par une application au niveau de chaque aisselle. Et, bon, l'aisselle, c'est quand même pas mal de liquide, l'axiron. Donc, vous avez déjà vu la bouteille, là? On ne remplit pas, on met une poussée dans le coq. Puis les gens, ils sont mieux pour faire ça comme ça pour l'appliquer. C'est très liquide, donc je suggère aux gens de l'appliquer comme ça. Mais des fois, il y a quelques gouttes qui vont tomber à terre. Puis l'aisselle, c'est ça, là. Parce que si c'est juste l'aisselle, vous allez voir qu'il va falloir que vous retournez souvent. Donc, c'est pas encore sèche, donc il faut attendre pour appliquer le reste du gobelet. Donc, c'est pas évident. Moi, je donnais mes commentaires à la compagnie. J'ai dit, c'est un peu liquide, c'est un peu très liquide. Il y a des gens qui aiment ça. Donc, c'est facile d'utilisation, peu d'effets indésirables, c'est ça. Puis, il y a encore le risque d'exposition, mais quand même moins important. C'est rare que tu vas te faire jouer dans l'aisselle. C'est jamais. Donc, on peut aller jusqu'à 2 applications de chaque côté. Donc, une poussée de pompe de chaque côté. L'innocuité dont le risque de transfert, l'irritation cutanée est moins un problème. C'est une libération continue sur une période de 24 heures de testostérone à un taux avoisinant les tâches de concentration physiologique. En une semaine, on va atteindre les taux de base. Il faut attendre au moins 2 heures avant de nager ou prendre sa douche, donc c'est 2 heures. On met le déodorant avant, puis on l'attend après pour pas prendre sa douche. Bon, ça, c'est une étude qui avait été faite par la RAMQ, qui avait été montrée de 8 ans. Voyez-vous, les gens, entre l'androgène et le testin, l'observance est beaucoup mieux que l'androgène, probablement à cause de ce que j'ai dit sur le testin tantôt,
qui était c'est un peu gommant l'intestin aussi. La substance est un peu difficile. Ça va bien? On va une break, une de ces raisons. Vous me voyez venir? Y a-t-il quelque chose qui pense qui est inquiétant dans tout ce qu'on a nommé? Donc, effectivement, la réponse, c'est aucune de ces réponses. C'est pas un problème. Les données ne démontrent pas que l'hormonothérapie substitutive par la testostérone augmente le risque de cancer. En effet, elle est associée à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'autres maladies graves et de décès. Enfin, sûrement pas une augmentation prouvée de maladies cardiovasculaires. C'est ce que je voulais dire. Quels sont les effets indésirables signalés avec la testostérone? Bon, on a parlé tantôt de réaction au point d'application. L'acné, évidemment, c'est un problème. L'augmentation du volume de la prostate, mais le volume de la prostate va augmenter à un niveau normal, parce que quand il est hypogonal, la prostate va être plus. Donc, c'est à des niveaux normaux chez un patient qui est plus hypogonal. Changement d'humeur, on a parlé, les troubles du sommeil qui peuvent être là, la gynécomastie, évidemment, la perte de cheveux, la calvitie, céphalée, augmentation taux de PSA, je vais en parler tantôt, mais de façon à vérifier, hypertension, augmentation de l'hématocrite, érection prolongée ou douloureuse, j'en ai pas qui se sont plaints de ça là-dedans. L'agressivité, douleur au sein, ça c'est un problème, surtout chez les gens qui prennent qui vont au gym, qui prennent des doses massives de testostérone. Ça, je les vois, ces gens-là. Puis je les vois uniquement à cause de gynécomastie douloureuse. Je leur donne du tamoxifène, 3-6 mois. Ils sont tous au courant. Hein. Ils arrivent dans ton bureau, là, puis ils savent ce qu'ils veulent. C'est incroyable. J'ai même des confrères endocrinologues qui ne connaissent pas le traitement pour contrer ça, mais eux, les athlètes, ils s'injectent du bêta-HCG. Puis quand ils arrêtent leur traitement de testostérone, là, la testostérone va se mettre à diminuer, puis on va à l'atrophie testiculaire, fait qu'ils se donnent des injections d'HCG pour monter leur niveau. Puis pas avoir d'atrophie testiculaire. Ils sont tous au courant de ça. Ça, c'est formidable. Alors, quel fois étourdissement? Il y en a un dernièrement qui m'a donné du fil à retordre, je ne savais pas comment. Alors, quels sont les risques associés au traitement? Alors, stimulation de la croissance de cancer connu de la prostate. Ça ne donne pas le cancer de la prostate, mais si ça donne le cancer de la prostate, je ne donnerai pas de testostérone. Aggravation des symptômes d'hypertrophie, mais si elle est significative, comme je l'ai dit tantôt. Gynécomastie, érythrocytose, surtout les injections, parce qu'il y a des taux supraphysiologiques les premiers jours. L'atrophie testiculaire, l'infertilité, il faut toujours demander à un jeune qui vient vous voir pour un déficit en testostérone s'il veut des enfants. Parce que c'est. J'en ai un dernièrement, ça m'est arrivé, là, puis il voulait tellement de la testostérone que là, tout d'un coup, il m'est arrivé, il veut des enfants. Là, les testicules très petits, puis son spermogramme est presque nul. Fait qu'il faut que j'arrête la testostérone et que je donne du bêta-HCG que j'ai fait. Donc, il faut vraiment faire attention parce qu'il y en a qui pensent là, que ils ne pensent pas aux autres conséquences. Donc, s'il veut des enfants, ça peut être. Puis il y en a qui pensent qu'on peut leur donner de la testostérone puis pendant des années avec la bêta-HCG, mais il y a des effets secondaires pour bêta-HCG. On ne peut pas donner deux traitements chroniques. C'est un ou l'autre, puis c'est un après l'autre, mais ce n'est pas les deux en même temps. L'acné, on l'a dit, l'apnée du sommeil, c'est un danger si ce n'est pas traité. Et l'abaissement des lipoprotéines de haute densité, mais ce n'est pas significatif, on n'a jamais eu de problème avec ça. Alors, les pharmaciens peuvent aider les médecins en soins primaires à prendre en charge les effets désirables de l'hormonothérapie substitutive pour la testostérone. Par exemple, des traitements topiques ou oraux peuvent être utiles en cas d'acné ou de réaction au point d'application. Vous êtes les premiers à les voir, dans le fond, les effets secondaires à votre traitement. Donc, c'est bon d'avoir du feedback. Les anti-estrogènes peuvent aider, comme on donne souvent une douleur au niveau des seins. Analgésique en cas de céphalée. Les effets indésirables possibles devraient être évalués régulièrement. Puis je vais vous dire à quel intervalle on voit les patients.
Le traitement par la testostérone est contre-indiqué chez les hommes atteints de cancer de la prostate. Ça, c'est clair. Ça peut accélérer la croissance tumorale. Puis, on le sait parce qu'en 1941, Huggins et ses collaborateurs ont rapporté que la castration provoquait le déclin du marqueur de la phosphatase acide. Donc, c'est sûr que si on donnait de la testostérone, c'était lié à l'accélération du cancer de la prostate. En 1981, Fowler, qui ont traité 52 hommes atteints de cancer de la prostate, puis évidemment, ils ont vu l'évolution du cancer de la prostate. Donc, c'est contre-indiqué. Quel est l'impact d'un niveau de base de testostérone sur le risque de cancer? Est-ce que le fait de doser la testostérone, ça peut me dire qui va faire un cancer de la prostate ou pas? Est-ce qu'il y a un impact? Quel est l'impact d'un traitement de remplacement par la testostérone sur la PSA? Parce que si je donne la testostérone, qu'est-ce qui va arriver à la PSA? Qu'est-ce qui va arriver aux symptômes d'hypertrophie bénigne de la prostate? Puis, quel est le risque pour le cancer de la prostate? Et ça a bien été étudié. Y a-t-il une relation entre le niveau de base sérique de la testostérone et le risque d'avoir un cancer de prostate? Est-ce qu'un bas niveau de testostérone a un effet protecteur sur le risque d'avoir un cancer de prostate? Alors, on va répondre à toutes ces questions. Il y a eu une méta-analyse. Encore là, je me méfie des méta-analyses. C'est comme ça que la Vendia a été détruite. C'est par une méta-analyse. Les méta-analyses, c'est très dangereux. On compare des études, on cumule des études qui ne sont pas comparables entre elles. Et ça dit juste ce que ça veut dire une méta-analyse. C'est comme les études observationnelles. Méta-analyse de 25 études, 15 études, pas de corrélation entre le niveau de testostérone et le risque de développer un cancer de prostate. 4 études, haut taux de testostérone associé à un risque accru de cancer de prostate. 6 études, bas taux de testostérone associé à un risque accru de cancer de prostate. Donc, vous avez tout ce que vous voulez. Mais la plupart des études, il n'y a pas d'association. 2 études d'importance longitudinale, qui est le Rancho-Bernardo Study et le Massachusetts Male Aging Study. 2 études importantes. Le premier constat de ces études-là, c'est que les taux élevés de testostérone ne sont pas associés à un risque accru de cancer de prostate. Vous savez, les gens qui sont à la limite supérieure de testostérone, là, ils ne font pas plus de cancer de prostate que les autres. Premier constat. Deuxième constat, un faible taux de testostérone est relié à un risque accru d'un cancer de plus haut grade chez les patients atteints de cancer de prostate. Et c'est probablement à cause que ces gens-là sont plus malades. Donc, là, ils produisent moins de testostérone. Donc, c'est une association, mais pas de cause à effet. Y a-t-il une relation entre le niveau sérique de testostérone et le risque? Non. Est-ce qu'un bas niveau de testostérone nous protège d'avoir un cancer de prostate? Non. Un remplacement de la testostérone augmente-t-il de façon significative les symptômes d'hypertrophie bénigne de la prostate? Alors, le remplacement par la testostérone chez les patients hypogonades ne modifie pas de façon significative les symptômes de prostatisme, à moins d'avoir des symptômes très sévères, comme je l'ai dit au début. Ça ne modifie pas beaucoup la PSA, mais ça peut l'augmenter. Et ça modifie peu le flot urinaire. Le remplacement de testostérone chez les patients hypogonades augmente le volume de la prostate de façon significative, mais à un niveau normal pour un patient eugonade de même âge. Donc, c'est ça la différence à faire. Y a-t-il une relation entre le niveau sérique de testostérone et le risque de cancer? Non. Est-ce qu'il y a... On a répondu. Un remplacement de testostérone augmente-t-il de façon significative les symptômes? C'est non. Puis il y a eu une bonne étude faite là-dessus. Elle s'en vient. Est-ce qu'un traitement de remplacement de testostérone augmente le risque d'avoir un cancer de la prostate? Donc, tantôt, on a parlé des niveaux de base, mais si j'en donne maintenant. Encore là, il y a eu des méta-analyses, 51 études, qui varient de 3 mois à 3 ans. Voyez-vous, les variations sont grandes. Il n'y a pas eu d'augmentation du risque de cancer de la prostate dans cette méta-analyse-là. 15 ans d'expérience d'utilisation de l'onde décanoïde de testostérone intramusculaire
comme remplacement hormonal dans le traitement de l'hypogonadisme masculin, effet bénéfique sur le syndrome métabolique et profil d'inocuité favorable. Donc, il n'y a pas eu d'incident à date dans les 15 dernières années. Actuellement, le NIH fait des études randomisées, comme je vous ai dit tantôt, pour trouver l'innocuité d'un remplacement de testostérone. Et présentement, l'étude chez les hommes hypogonades qui ont subi une prostatectomie radicale ou une radiothérapie à visée curative pour un cancer de prostate et qui n'ont aucun signe de récidive. Donc, ces gens-là vont être dans l'étude. Moi, ces gens-là, je les envoie à l'urologue. C'est l'urologue qui va prendre la décision de traiter ou pas, parce que dans le fond, c'est lui qui est en mesure de savoir qu'ils sont vraiment en rémission. Donc, ça n'augmente pas le risque de cancer de la prostate, le fait de donner la testostérone à quelqu'un qui n'a pas de cancer de la prostate. Donc, les variations des taux sériques de testostérone se situant dans les valeurs normales ont très peu d'effet sur le cancer de la prostate. Un déficit en testostérone est plutôt associé à un risque accru de cancer de la prostate, pour les raisons que je vous ai dit tantôt. Le score de Gleason va être plus élevé, le stade plus avancé d'une diminution d'espérance de vie, mais c'est normal parce qu'il sécrète moins de testostérone. Aucune récidive de cancer de la prostate à la restauration de traitement par la testostérone. Ça a été fait, encore là, par des petites études, mais toutes les études qui ont donné la testostérone chez des gens qui avaient guéri du cancer de prostate n'ont pas démontré de récidive. Il y a quand même des... Bon, ce n'est pas des études de 3000 patients, là. 7 hommes, prostatectomie radicale, taux de PSA non détectable, aucune récidive de 1 an à 12 ans. Voyez-vous, il y a plusieurs études, aucune récidive, 19 mois. Ici, un suivi de 4,5 années, aucune récurrence. Puis, voyez-vous, 57 hommes, prostatectomie radicale, suivi de 13 mois, aucune récurrence. Donc, les grandes études vont être faites parce que c'est un chapitre intéressant. Donc, quelle devrait être la prise en charge d'un déficit en testostérone chez un patient ayant répondu favorablement au traitement de cancer de la prostate? Donc, un traitement personnalisé peut être envisagé chez des patients qui ont subi une prostatectomie radicale si le cancer est absent depuis plus de 2 ans et si les taux de PSA ne sont pas décelables. Et c'est l'urologue qui va décider à ce moment-là. Il n'existe aucune recommandation générale en raison de l'absence d'études contrôlées qui vont être contrôlées bientôt par le NIH. Dans les cas d'hypertrophie bénigne de la prostate, la testostérone est contre-indiquée chez les hommes présentant une hyperplasie s'il y a des symptômes graves, comme je l'ai dit tantôt. Le consensus original, c'est que le traitement par la testostérone peut aggraver les symptômes. Selon les observations récentes, le traitement par la testostérone entraînerait plutôt une réduction des symptômes chez les hommes présentant un faible taux de testostérone et une hypertrophie légère. Il n'y a aucune donnée probante ne suggère que le traitement par la testostérone contribue à aggraver les symptômes d'hypertrophie ou de rétention urinaire. Et ça, c'est l'étude que je voulais vous parler, qui a comparé vraiment par rapport aux témoins l'hormonothérapie par rapport au placebo sur 12 mois, puis on avait même une amélioration des symptômes chez les gens traités. Donc, voyez-vous que ce n'est pas vraiment un risque si les symptômes sont légers. Je vais vous parler de 2 études qui ont fait la manchette, qui ont fait une mauvaise presse au traitement par la testostérone. C'est le TOM Study, qui est quand même une étude qui est apparue dans le New England Journal of Medicine, qui a été publiée en 2010 par Bassaria. Et j'ai décortiqué l'étude. En résumé, cette étude-là, qui dit que c'est dangereux de donner de la testostérone pour les maladies cardiovasculaires, c'est une étude qui a été faite chez les gens âgés avec une limitation de la moitié. Des gens très limités physiquement. Puis le but d'étude, c'était de voir est-ce qu'on allait les améliorer. Même testostérone de base, ils ne marchaient pas beaucoup. Est-ce qu'on allait augmenter leur capacité physique? Le but de l'étude.
209 hommes de plus de 65 ans, l'âge moyen 74 ans. Entre septembre 2005 et décembre 2009, ils n'ont pas été traités 4 ans, là, mais ça a pris du temps à trouver les patients. Ils ont été traités 6 mois. 6 mois pour voir un effet sur le cancer ou les maladies cardiovasculaires, là, c'est pas réaliste. C'est des gens qui avaient une testostérone totale entre 3,5 et 12, en moyenne 8,4, une libre à bas de 173, une moyenne de 160. Ils ont reçu soit un gel de testostérone ou un placebo. Ou du test. C'était soit dans le fond du testin, c'était du testin dans le fond, 1%, 10 grammes. Ils ont commencé à 10 grammes, puis ils ont ajusté selon le dosage. Donc, il y en a qui se sont vus augmenter la dose selon. Alors, il y en a 29, et la moitié qui ont été sur un placebo, donc il en restait une centaine. 29 ont reçu 5 grammes, 61 10 grammes, 16 ont quand même reçu 15 grammes. Puis là, ils ont évalué, là, en rétrospective, ils ont évalué les événements cardiovasculaires. Et alors, ils ont trouvé que les gens qui avaient reçu la testostérone, il y en a 23 qui avaient fait des événements cardiovasculaires, contre 5 sur le placebo. Et en plus, ils ont mis un autre chapitre qui s'appelait les événements reliés à l'athérosclérose. Je ne sais pas pourquoi ils en ont fait une autre division. Et là, ils ont dit qu'il y en avait 7 dans le groupe testostérone, puis 1 dans le groupe placebo. Ce qu'on s'aperçoit quand on regarde les groupes de départ, c'est qu'il y a plus de cas d'hyperlipidémie et de statine dans le groupe qui ont reçu le testostérone, de façon significative. Donc, on se retrouve avec 2 groupes qui ne sont pas comparables au départ. Puis, vraiment, ce qui m'agace le plus, c'est quand on regarde, parce qu'il n'y avait pas de comité à l'origine qui décidait qu'un infarctus, ça allait être standardisé. C'est les médecins ou les patients qui ont rapporté ce qu'ils pensaient être rapportable. Donc, il n'y a pas de adjudication comité. Donc, c'est des choses en rétrospective. Et là, on retrouve là-dedans des syncopes. On trouve l'édème périphérique. Et alors, on trouve de toutes sortes de choses qui fait que dans le groupe testostérone, il y avait plus d'événements qui décrivaient comme un événement cardiovasculaire, mais c'était vraiment pas bien décrit à l'origine de l'étude. C'était pas une étude cardiovasculaire. Voyez-vous, là, ça c'est la continuité des autres événements. Voyez-vous, la pression qui s'élève est un effet cardiovasculaire, la tachycardie est un effet cardiovasculaire. Ça a été rapporté par le patient, donc on le met dans le... Ça me surprend qu'une étude comme ça ait paru dans le New England. En résumé, le groupe testostérone a été amélioré pour ce qu'on recherchait. Le leg press et le chest press, pour les gens qui font du gym, ils ont été améliorés. Ils étaient capables de monter les escaliers avec une charge. Alors, ce qu'il faut savoir de cette étude-là, c'est qu'il y avait des grandes limitations, un petit nombre, peu d'événements cardiovasculaires, une population qui est clinique, âgée, très malade, des événements cardiovasculaires qui n'étaient pas un issue primaire secondaire. Vous savez que quand une étude, il y a eu des études qui ont été rejetées parce qu'ils étaient améliorés du point de vue cardiovasculaire dans l'issue secondaire. L'étude Actos, la grande étude avec Actos, on a dit que ce n'était pas significatif parce que les gens en issue primaire n'étaient pas améliorés, puis ils étaient améliorés juste en issue secondaire. On a dit non, ça c'est pas une issue primaire. Là, vous n'avez même pas une étude qui a des événements cardiovasculaires ni en issue primaire ni en issue secondaire. C'est complètement ridicule. Il n'y avait pas d'évaluation structurée des événements cardiovasculaires. C'est une étude qui a été cessée prématurée, donc on dilue les événements à long terme. Les gens âgés avec limitation de la mobilité tendent à avoir des maladies cardiovasculaires subcliniques et cliniques qui se sont peut-être manifestées avec le temps. Puis les études antérieures n'ont pas démontré d'augmentation du risque cardiovasculaire avec la testostérone. Donc, c'est une étude qui a fait beaucoup de mal parce que les gens ont parlé beaucoup de cette étude-là. Bon, je vais passer à l'autre étude. L'autre étude qui
est encore pire. C'est l'étude chez les vétérans affaires stadées, qui, elle, est beaucoup plus jeune. C'est une étude qui est apparue dans JAMA du 17 juillet 2013 par le docteur Guy-Jean. Puis ça, c'était une étude qui voulait évaluer le traitement par la testostérone et la mortalité, l'infarctus du myocarde et l'ACV. Enfin, ça, c'est ce qu'on appelle, par la définition, c'est les grandes études qu'on fait maintenant, c'est ça qu'on évalue. La méthode, c'est une étude rétrospective. Donc, ce n'est pas une étude prospective. Donc, dans le fond, les gens qui en prenaient, la testostérone, par rapport aux gens qui n'en prenaient pas, c'était peut-être pas les mêmes raisons pourquoi ils en prenaient. C'est une étude rétrospective. On a regardé les gens qui en prenaient, c'était peut-être pas on comparait peut-être des oranges avec des pommes. Étude rétrospective observationnelle. Je vous parlerai tantôt du diabète sur le même temps, parce que maintenant, on n'aime plus le diabète. Toutes les études rétrospectives démontrent une mortalité augmentée. Mais toutes les études prospectives ne démontrent pas que les sulfats tuent les gens ou donnent des infarctus. Mais c'est la grande mode actuellement. On a regardé toutes les études rétrospectives. Alors, c'est le danger de regarder l'étude rétrospective. Cette étude-là, ils ont pris des hommes avec une testostérone basse, puis ils ont regardé qui était traité, qui n'était pas traité. C'est tous des gens qui avaient subi une coronarographie dans le système vétéran affaires en 2005 et 2011. Puis là, on leur donnait soit un gel, soit des injections, soit une patch. On a trouvé 8700 hommes avec testostérone basse, donc 1223 qui ont reçu de la testostérone, en moyenne 531 jours quand même. Ils ont gardé longtemps le traitement après la coronarographie. Donc, c'est des gens qui avaient une coronarographie pour X raisons. On a tous les gens qui ont eu une testostérone basse, on les a comparés, les gens qui ont été traités et les gens qui n'ont pas été traités. Ce pas des gens qui ont été suivis, des gens qu'on a regardé dans les dossiers antérieurs. Puis on a trouvé, on a regardé les... Alors, comme le cardiologue de Québec, j'ai repris les chiffres. Parce que je n'arrivais pas à comprendre leur risque relatif et absolu dans l'étude. Et je ne sais pas encore, mais je vais vous les donner, leurs chiffres. Il faudrait que je parle à la hauteur. Mais moi, mes chiffres, quand je calcule, je n'arrive pas du tout au même chiffre que l'autre. Puis le docteur de Québec non plus, regardez, il y a eu 1710 événements. Les événements sont bien définis. 748 décès, 443 infarctus, 519 ACV. Il y a 7000 qui n'ont pas pris la testostérone. De ça, il y a eu 681 décès, 420 infarctus. Donc, il y a 1587 patients sur 7000 qui ont eu des problèmes cardiovasculaires. Dans les gens qui n'ont pas reçu la testostérone, ça, c'est 21% qui ont eu des problèmes. Quand on regarde les 1200 qui ont reçu la testostérone, le nombre de décès, infarctus, ACV, il y en a 123, on arrive à 10%. Donc, les chiffres sont là, ils sont donnés dans l'article. Il y a eu moins de patients qui ont eu des problèmes, mais c'est pas ça qui donne comme résultat. Puis, demandez-moi pas de vous commenter les chiffres. Les autres arrivent avec un taux absolu d'événements à 3 ans, avec testo 25%, sans testo 19%, puis une différence absolue de 5,8%. Donc, un risque, là, un ratio à 1,29. Je ne sais pas où tout ça. Mais j'en veux à cette étude-là parce que, bon, ça fait du tort, puis c'est une étude observationnelle. C'est vraiment pas le genre d'étude qu'on devrait publier. Donc là, je vous ai fait une longue discussion qui résume un peu ma pensée, là, dans le fond. Puis là, les auteurs ont essayé de spéculer en dernier en disant pourquoi la testostérone serait mauvaise du point de vue cardiovasculaire, parce que ça se transforme en estradiol, les facteurs de procoagulation. C'est les explications qu'ils essayaient de donner pour expliquer les résultats, mais on n'a pas de preuve que ça fait ça. Ça, c'est justement une diapo que j'ai empruntée de mon ami cardiologue, qui avait lui aussi revu toute la littérature en 1970 et 2013, puis
il a dit pas de démonstration claire qu'il y a un bénéfice cardiovasculaire, pas de démonstration définitive d'un impact cardiovasculaire. Donc, ça résume bien quand même la littérature cardiovasculaire. Enfin, quel suivi doit-on effectuer chez les patients recevant un traitement de testostérone? Bon, ça c'est assez clair. Chez la plupart des hommes qui suivent une hormonothérapie substitutive, l'atténuation des symptômes et le rétablissement fonctionnel devraient être apparents dans les 3 mois qui suivent le traitement. Ça prend 3 mois pour commencer à avoir des effets. Les patients dont l'état est stable, ben, le suivi c'est tous les 3 à 6 mois, puis par la suite aux années. Donc je les vois 3 mois, 6 mois, 1 an, après ça toutes les années. Le suivi doit porter sur les aspects suivants. Ben, il est-tu amélioré? C'est important, s'il n'est pas amélioré, qu'il y a des dosages normaux, peut-être que ces symptômes ne viennent pas de tout ça. Variation des paramètres hématologiques, c'est important de suivre l'hématocrite, la PSA. La recherche des effets indésirables. Et évidemment, doser la PSA et faire le toucher rectal pour s'assurer qu'il n'y a pas de... Parce que le cancer de la prostate, ça arrive avec l'âge. Alors, voyez-vous, les effets commencent à sentir après 3 mois, surtout la libido, le bien-être émotionnel, l'énergie, les troubles érectiles. Puis voyez-vous, à 6 mois, c'est plutôt les autres, la force, le DMO. Évidemment, ça prend du temps avant que la DMO change. Fonction cognitive, fonction cardiovasculaire, les graisses et certaines composantes du syndrome métabolique. Que feriez-vous si le taux d'hématocrite est élevé? Alors, le traitement par la testostérone augmente la masse érythrocytaire de façon proportionnelle à la dose. Quand l'hématocrite dépasse 54, il faut interrompre le traitement jusqu'à temps que l'hématocrite baisse à des valeurs sûres. On peut faire des saignées, mais en général, on arrête le traitement. Ça ne tente pas de faire des saignées non plus. Déterminer si le patient a d'autres causes de l'hématocrite augmenté, l'hypopnée, les maladies pulmonaires, la pnéumopnée. On va prendre le traitement des doses inférieures. On peut changer la voie intramusculaire, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, c'est surtout la voie intramusculaire pour une voie topique. Alors, mesure du taux de série de testostérone. Le traitement par la testostérone vise à augmenter les taux à l'intérieur des plages normales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vise une valeur mid normale. Donc, la testostérone totale normale entre... Si on vise 10 à 30, on vise à peu près 14, 16 de testostérone totale. La mid normale du valeur de base. Pour une testostérone libre, je dirais 500, 600. Ce serait la valeur à viser. Donc, les effets indésirables, on commence à les connaître. Donc, acné, sensibilité, on a parlé amplement de ça. Donc, à surveiller, évidemment, pendant le traitement. Quand est-ce que je dose la testostérone, voyez-vous? Pour l'embryon, c'est 3 à 5 heures après l'administration. Le thème, 2 à 12 heures après. La solution topique en tout temps, mais il faut attendre 1 semaine, parce que, en fond, c'est toujours là. Le gel, c'est en tout temps, encore là, après 1 semaine. Les injections à mi-chemin, on fait le dosage de la testostérone le matin. Dosage de la PSA touche rectale, donc on doit l'évaluer évidemment. C'est des examens qui sont aussi recommandés chez tous les hommes de plus de 40 ans, donc le taux de PSA initial est supérieur à 0,6 et qui entreprennent le traitement par la testostérone. On doit le faire, le dosage, avant le traitement, 3 à 6 mois après le début du traitement et aux années par la suite, conformément aux lignes directrices des urologues surtout. Quand on doit référer, ben, s'il y a une anomalie à l'examen de la prostate, si le taux de PSA commence vraiment à être anormal, on va les référer à l'urologue qui va faire une biopsie de la prostate, puis qui n'arrêtera pas nécessairement le traitement, à moins de trouver un cancer. Quelles sont les raisons qu'un patient ne répondrait pas? Bien, il y en a évidemment la non-absorbance qu'on parlait tantôt, avec certains produits plus que d'autres. Malabsorption par voie orale ou cutanée.
les doses insuffisantes, c'est pour ça qu'on fait nos dosages, formulation inappropriée, les symptômes qui ne sont pas reliés, même si vous avez une testostérone à la limite inférieure, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des symptômes de dysfonction érectile, d'hypogonadisme. Donc, suivi à 3 à 6 mois, évaluer la réponse, les complications, ajuster la dose, vérifier les paramètres hématologiques, les effets indésirables, toucher rectal, PSA. Si le patient ne répond pas au traitement, il faut penser à autre chose. Alors, les points clés de la présentation, déficit en testostérone, atteinte de divers symptômes organiques, répercussions importantes sur la santé globale, le bien-être et la qualité de vie. Rôle dans de nombreuses maladies, donc le diabète, la maladie cardiovasculaire associée à des taux de morbidité et de mortalité accrus, sous-diagnostiqués et sous-traités. Crainte des patients et des professionnels de la santé face au traitement, qui est un obstacle à la prise en charge. Plusieurs options de traitement efficaces, injection de teinte en gel, solution transdermique. Aucun lien démontré entre l'hormonothérapie et le cancer de la prostate et même les maladies cardiovasculaires. Alors, c'était un peu ce qui résumait le remplacement. Il y a un post-test, mais on va passer le post-test. Si vous avez des questions, venez-vous pas. Si on a un patient, ça fait 1 an qu'il est sur de l'androgel, il est suivi régulièrement, mais ça fait 1 an, là, vous arrivez à la pharmacie, pourquoi je prends ça, on dirait que ça ne marche pas. Est-ce que notre approche est vraiment de référer au médecin pour refaire un dosage? Oui, il faut le réévaluer. De toute façon, il faut le réévaluer, puis il faut voir pourquoi il l'a reçu. Donc, il faut vraiment. Est-ce qu'il y a eu un dosage de testostérone? Parce que moi, j'ai déjà vu des gens qui manquent d'énergie, des testostérone. Ben là, évidemment, manque d'énergie, ça veut dire beaucoup de choses en 2014. Ça, mais d'emblée, on ne suggérera pas une augmentation de la dose non, nécessairement. Définitivement pas. Il faut faire les dosages. Si ces dosages sont à la mine normale, c'est sûr que je n'augmenterai pas les doses. Parce qu'il y a un risque d'effet secondaire. Parce qu'il faut bien penser que quand nos dosages restent dans des plages normales, il y a beaucoup moins de risques d'effets secondaires et de complications à long terme. Qu'est-ce que vous faites avec le dosage de la SAIDG? Je veux ça passer toujours avec les dosages de testostérone. Est-ce que le binding globulin? Non, ça, c'est pas. On ne dose pas la section on arrive toujours avec le DOD, le testostérone total. Mais c'est pas utile quand il nous donne la testostérone libre, quand il calcule la testostérone libre. Parce que si vous faites juste la testostérone totale, là, vous allez vous faire prendre parce que vous avez toutes les causes qui peuvent augmenter la sex hormone binding globulin, toutes les causes comme les androgènes diminuent, le VIH diminue la sex hormone binding globulin, c'est des protéines. Donc, ils le font parce que c'est automatisé, probablement, mais c'est pas utile quand on a une testostérone libre. Bien, c'est sûr que si je vois la testostérone totale basse, puis en dessous, je vois la sex hormone binding qui est basse, je vais m'empresser de regarder ma testostérone libre parce qu'elle est corrigée pour la sex hormone binding globulin. Et pour évaluer votre efficacité, c'est toujours non, votre... c'est pas utile. C'est toujours votre affaire. Si le patient a toujours une sex hormone binding globulin normale, je vais regarder la testostérone totale. Okay. Puis si on mesurait la testostérone libre, parce que j'en ai pas parlé tantôt, c'est comme la T4 libre. Parce que moi, je vois énormément de patients qui ont des T4 libres hautes, c'est ainsi surtout, en parenthèse, puis une TSH tout à fait normale. C'est des méthodes analogiques. La mesure de la T4 libre, la mesure de la testostérone libre, c'est pas le meilleur test. Parce que si tu as des acides gras dans le sang qui compétitionnent avec l'anticorps, tu as des fausses valeurs des mesures libres. Donc, la T4 libre, je me méfie toujours de la T4 libre. Si j'ai un patient qui a une T4 libre à 30 et une TSH à 3, là, il y a de quoi qui n'est pas normal. Là. Puis ça, souvent, ça me pose des ennuis parce que j'envoie une copie au médecin de famille. Puis là, je n'appelle pas le patient, je vois sa TSH est à 3. Puis là,
Mais cette famille appelle le patient me dit, vous n'avez pas diminué mon centroïde. J'ai toutes ces complications-là. Donc, il faut bien connaître, dans le fond, il faut bien connaître le laboratoire et l'interprétation du laboratoire, sinon, ça ne sert à rien de faire de la spécialité là-dedans. Il faut connaître c'est quoi la fiabilité de notre laboratoire. Avez-vous vu des résultats qui étaient vraiment normalement élevés? De dosage de testostérone totale chez un patient? Non, j'ai jamais vu une testostérone totale vraiment élevée, sauf dans le remplacement. C'est ça, mais c'est toujours dans ces contextes-là. J'ai vu des gens avec des testostérones libres, 1200, 1300. Puis il y avait pourtant la dose était à des valeurs adéquates. C'est un peu ça. Mais est-ce que le patient trichait? Mais il y en a un, j'ai soupçonné qu'il se trompait dans le volume qu'il donnait. Ça m'inquiète toujours. Je vérifie toujours ça. Je me demande, c'est quoi la seringue que j'avais reçue? Puis là, des fois, je me percevais qu'il en donnait 2 fois trop. Parce que c'est pour ça que je prescris toujours en milligrammes. Je ne prescris jamais le volume. Mais je vérifie, par exemple, quand il m'arrive ces choses, je vérifie c'est quoi la quantité que tu donnes avec tel produit, avec la seringue que tu as. S'il y a l'erreur, c'est surtout dans cette catégorie-là qu'on va voir l'erreur. Dans la concentration. Puis faites-vous des DMO chez les patients? Chez les hommes, avec que je soupçonne d'ostéoporose. Il y a quelques patients ostéoporotiques que je traite qui ont des déficits en testostérone, puis ils méritent la testostérone, ça les aide. Je comprends dans ce sens-là, mais si un patient a une testostérone basse, est-ce que vous recommandez une DMO? Je comprends que s'il y a une DMO basse, vous vérifiez. Pas d'emblée, à moins qu'il y ait eu des fractures, puis que je soupçonne. Je ne sais pas une DMO, pas une testostérone basse. Il faut faire de la ferritine, par contre. Ça coûte pas cher. Les mucomatoses, c'est quand même assez répandu dans l'Estrie. Les mucomatoses, on en trouve. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Posez-moi pas des questions sur les mots cana, là. Ça vous inquiète pas trop. C'est là qui sont inquiets avec le potassium. J'ai eu des fax. Parce que dans la topographie, ils parlent de troubles avec le potassium. Mais quand on va voir les études, c'est uniquement des gens qui avaient une insuffisance rénale modérée avec IACA ou ARA qui ont eu une légère augmentation du potassium avec le 300 mg, pas avec le 100 mg. Quand on regarde même le 300, là, les espaces, l'intervalle de confiance est très large avec le placebo. Parce que dans le fond, ça devrait faire perdre le potassium. C'est pas recommandé de doser le potassium. J'ai eu quelques fax, vous avez commencé l'Invocana, vous n'avez pas demandé un potassium au bout de quelques semaines, mais c'est vraiment pas indiqué. J'en profite pour passer le message. Ben, merci beaucoup. Merci à vous tous. On a laissé une feuille d'évaluation sur la salle. C'est très utile pour nous, si vous voulez le changer. Merci à Martin. J'avais oublié complètement de présenter mon collègue Martin Ramel. Merci à tout le monde. On se revoit en 2015. Soyez présents. On retourne à la maison.